Ici, CKIA FM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste, avec Samuel Labrec et Louise Petitgros. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'heure juste, l'émission de radio de l'AREC sur les ondes de CKIA FM. Toujours avec moi, Louise Petitgros. Louise, ça va bien? Oui, ça va bien, Samuel. On a une bonne émission avec des femmes en vedette cette fois-ci. C'est vrai, oui, effectivement. Je ne l'avais même pas remarqué, mais oui, tout à fait. Merci de le souligner. Oui, on a une émission riche en contenu et en émotions. Dans le fond, aujourd'hui, on reçoit tout d'abord Laure Varidel qui va nous parler de la transition en environnement. Laure Varidel qui avait fait un livre dernièrement sur le sujet et qui donne une conférence pour les membres de l'AREC très bientôt, le 13 avril prochain. Puis Laurier se joint à nous pour cette discussion. Et par la suite, on a une entrevue avec Joanne Frère, l'entrevue spéciale Prendre un café avec le personnel de l'AREC. Alors, si vous voulez en savoir plus sur qui est Joanne, qui est cette femme, c'est le moment ou jamais avec ce segment Prendre un café avec l'AREC. Donc, on passe tout de suite à cette entrevue qu'on a fait avec Laure Varidel et Laurier Caron. À tout de suite. Vous écoutez L'heure juste à CKIA FM 88.3, la radio urbaine. Alors, on est de retour à l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM, et on a avec nous une invitée très spéciale qu'on est très chanceux d'avoir aujourd'hui, Madame Laure Varidel. Madame Varidel, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci, et vous? Oui, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Dans le fond, on vous reçoit préalablement à une conférence qu'on va avoir très bientôt, qu'on offre à nos membres le 13 avril, dont le sujet sera la transition. Ça, c'est un sujet qu'on commence à parler beaucoup, à l'AREC, mais socialement en général. Mais vous avez écrit un livre sur le sujet là, relativement récemment. Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui vous a motivé. Ah, il est beau. Et ça, c'est une belle couverture de livre. Pour les personnes qui le voient là, à l'écran, là, c'est une très belle couverture de livre. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre-là, justement? Ben, c'est ça, le titre du livre, c'est la transition, c'est maintenant, puis c'est la somme de plusieurs années de réflexion et surtout de recherche sur le terrain. J'ai fait mon doctorat sur ce sujet-là. Je m'intéressais à l'émergence d'une économie écologique et sociale au Québec, puis je me suis promenée sur tout le territoire pour essayer d'identifier quels étaient les freins, les accélérateurs, parce que ce que je constatais avant de faire mon doctorat, c'est que je voyais qu'il y avait vraiment un foisonnement d'initiatives très diversifiées dans toutes sortes de milieux, donc tant dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans certaines entreprises, parmi la société civile, beaucoup de choses qui bougeaient, mais très souvent, on considérait de manière isolée, sans nécessairement mesurer l'ampleur de ce qui se passait. Donc, j'essaie de voir quels étaient en anglais, on parle de connecting dots, là, donc les points de jonction, de connexion entre toutes ces initiatives-là qui semblaient très, 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 très différentes et portées par des acteurs très, très différents. Puis je me suis dit, il faut partager ça de manière accessible parce qu'une thèse de doctorat, il n'y a pas grand monde qui s'y met. Donc, j'ai essayé de rendre ce livre-là digeste, puis vraiment dans le but de mieux outiller tous ceux et celles qui ont envie de prendre part aux solutions. Fait que oui, je présente des problèmes globaux, mais je parle surtout de ce qui peut être mis en œuvre et comment on peut parvenir à ce qu'on appelle un point de bascule pour faire en sorte que tout d'un coup, les normes changent, les paradigmes changent et font en sorte que finalement, on prend des décisions qui vont davantage respecter les limites des écosystèmes et contribuer davantage au bien-être de l'ensemble de la société.
On dit souvent que l'environnement ou les changements climatiques n'ont pas de frontières. Est-ce que dans le cadre de votre doctorat ou dans ce livre, on se concentre sur des enjeux davantage au Québec ou même local, ou vous touchez aussi des enjeux plus internationaux? En fait, on est sur une toute petite planète, hein, dans le fond, quand on regarde de proche les exemples que j'utilise, puis mon terrain, ça a vraiment été le Québec, mais c'est sûr que c'est en réponse à un contexte global, quand c'est question de changement climatique, de perte de biodiversité. Puis je parle d'exemples inspirants aussi ailleurs dans le monde parce qu'il y a on a la possibilité de légiférer, notamment dans un certain nombre de domaines, mais pour pouvoir en venir à ça, il faut que la population pousse et que ça devienne acceptable socialement de transformer les lois et les règlements pour justement faire en sorte que certaines solutions se généralisent puis que ça soit pas seulement, si on veut, des changements qui s'opèrent par une minorité, mais que de manière plus générale, on se donne les moyens de réduire notre empreinte écologique. On a avec nous aussi Laurier, qui est responsable du dossier de l'environnement comme conseiller à l'AREC. Laurier, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Avais-tu une question d'emblée à poser? En fait, la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact de ces gestes individuels ou collectifs, parfois c'est des groupes, quel est l'impact réel de tous ces gestes qui sont posés au Québec ou ailleurs? Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile à mesurer, mais on voit que les pratiques changent à travers le temps. Quelque chose de très, très facile à voir, c'est par exemple toute la question de l'utilisation des sacs de plastique. Hein. Il y a 20 ans ou 30 ans, ou même encore moins longtemps que ça, quand on voulait utiliser un sac réutilisable ou mettre dans ses propres sacs, on disait « Ah, mais non, il faut que je vous donne un sac, parce que sinon on va penser que vous l'avez volé. » Je me rappelle d'avoir dû me battre avec battre le mot est un peu trop fort, là, mais vraiment argumenter avec des caissiers et des caissières pour que je puisse ne pas prendre un sac en plastique. Alors que maintenant, il y a même beaucoup d'endroits où il y en a plus de sacs en plastique. Il faut acheter un sac réutilisable ou alors il faut payer pour le faire. Fait que on voit que c'est un exemple où au début, ça a été quelques personnes qui ont dit non, je veux pas de sac. Puis surtout, on en a parlé. De plus en plus, les médias ont un rôle super important à jouer, mais nous tous, en prenant la parole dans notre milieu, on a un impact. Puis ensuite de ça, on fait en sorte que les lois, les règlements changent. Comme en principe, il doit y avoir une nouvelle loi au Canada sur les plastiques à usage unique qui rentre en vigueur. Mais c'est la même chose. Certaines villes se sont aussi dotées de ces outils juridiques-là, de ces moyens-là, de faire en sorte que ça se généralise. Donc ça, c'est un petit exemple concret. On regarde sur le plan de l'alimentation aussi. Il y a vraiment une prise de conscience. Les gens veulent plus de bio, de local, d'équitable. Puis le commerce équitable, ça c'est un exemple, c'est vraiment les consommateurs et les entreprises qui ont agi parce que les gouvernements n'ont rien fait pour faciliter ça. Et quand on a commencé à parler du commerce équitable au début des années... fin des années 90, début des années 2000, je veux dire, personne connaissait ça au Québec, puis il n'y avait pas de torréfacteur. Puis petit à petit, on a réussi à créer un effet boule de neige qui change la vie de milliers de producteurs dans les pays du Sud puis de leur famille. Donc ça, c'est des exemples concrets. Mais je pense qu'il faut... des fois, on a du mal à voir à court terme qu'est-ce qu'un petit geste change, mais c'est de voir comment ce petit geste-là s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus grand de transformation de la société, de transformation des pratiques. Donc, ça vaut la peine de faire l'effort de changer, puis de voir aussi que les gestes individuels et les gestes collectifs sont communicants. C'est pas séparé l'un de l'autre. Trop souvent, on dit, ah, mais là, on met trop l'emphase sur les gestes individuels, il faut mettre l'emphase plus sur les gestes collectifs ou l'inverse, mais les deux vont ensemble parce que les gouvernements vont changer si les citoyens changent. Puis les citoyens vont changer si eux-mêmes, dans leur quotidien, sont prêts à transformer certaines de leurs pratiques, sont prêts à mettre de l'avant d'autres manières de faire. Donc, je pense qu'il faut arrêter de séparer les deux, mais c'est clair que si on veut que
collectivement, les choses changent à grande échelle. C'est des gestes collectifs que ça prend. Mais pour en venir à des gestes collectifs, ça prend des individus qui poussent parce qu'il faut changer les règles du jeu. Et ça, c'est les gouvernements qui ont cette responsabilité-là. Les entreprises sont des leviers importants pour ça aussi. Moi, je partage tout à fait ce point de vue-là là, sur le lien entre les gestes individuels et collectifs. Mais des fois, je trouve qu'on a des nouvelles qui sont décourageantes. Puis il y en a une qu'on a eue cette année qui nous a dit que le confinement n'avait pas fait baisser les gaz à effet de serre malgré la baisse des activités humaines. Je trouve que on comprend là que ça prend des changements plus grands, mais parfois ces nouvelles-là nous assomment un peu. Oui, je comprends, mais ce qu'il faut comprendre avec les émissions de gaz à effet de serre, c'est que on peut voir ça comme un vase qui est déjà plein, puis c'est pas parce que on réduit la vitesse avec laquelle on renvoie de l'eau dans le vase que la quantité qui est déjà là diminue. Puis c'est vrai que c'est décourageant, puis c'est vrai que ça nous fait réaliser l'ampleur des changements qui sont nécessaires parce que dans le fond, ce qu'on est parvenu à réduire avec le confinement, c'est pas mal l'équivalent de ce qui devrait être réduit chaque année pendant les prochaines décennies si on veut vraiment arriver à une carboneutralité en 2050. Donc, on voit à quel point c'est plus que des changements, si on veut, juste temporels qu'il faut faire, mais il faut changer les structures. Et ça, notamment, ça implique de trouver des alternatives aux énergies fossiles parce que c'est vraiment là qu'on a un gros que la majorité des émissions de gaz à effet de serre sont faites, qu'on pense au pétrole, au gaz, toute la question des fuites de méthane aussi, parce que le méthane est un gaz à effet de serre très, très important. Et ça, il y a des grosses fuites de méthane dans les aqueducs, notamment de gaz au moment de l'extraction. Et il y a beaucoup d'enjeux aussi avec les puits de pétrole et de gaz orphelins, après qu'on les ait utilisés, ils continuent à émettre du méthane. Donc, il y a des solutions pour tout ça. Ça, c'est la bonne nouvelle, je dirais, qu'il faut mettre de l'avant. C'est qu'il y a des alternatives aux énergies fossiles, mais pour pouvoir faire les investissements nécessaires dans la réduction à la source de notre consommation énergétique, dans le déploiement des énergies renouvelables, ça implique d'arrêter d'investir dans les énergies fossiles. Ça veut dire de pas continuer à construire des infrastructures qui vont nous obliger par la suite à les rentabiliser pendant des décennies. Ça veut dire, par exemple, un projet comme Trans Mountain, là, dont on est tous collectivement propriétaires au Canada, devrait pas avoir lieu. L'argent public, qui est les 12 points quelques milliards qui sont dédiés à ça, puis que selon les estimations, ça va coûter encore beaucoup plus. On devrait utiliser cet argent-là pour accompagner les travailleurs et les travailleuses qui sont dans le secteur pétrolier en ce moment, qui ont besoin d'emplois, pour les amener vers d'autres types d'emplois, soutenir les communautés, parce que sinon, on leur nuit parce qu'on les maintient dépendants de quelque chose duquel il va falloir se départir de toute façon parce qu'on a atteint un seuil limite. Fait que c'est sûr que c'est complexe. Ça touche à des enjeux d'emploi, des enjeux d'économie. Il y a des gros lobbies aussi qui sont qui entrent en jeu, hein, beaucoup d'influence. Puis là, on peut faire des parallèles avec tout ce qui s'est passé avec l'industrie du tabac. Pendant très longtemps, l'industrie niait les effets sur la santé du tabagisme. On sait maintenant qu'ils ont menti et tout ça. Mais là, on est en train de découvrir la même chose avec plusieurs entreprises dans le secteur des énergies fossiles. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un grand réveil collectif qui est en train de se faire. Et je pense qu'au Québec en particulier, on a un tissu social qui est très fort, qui est très conscient et on est prêt à des changements. Dans l'ordre des gestes à poser, individuellement ou collectivement, quels sont les gestes que vous diriez les plus importants à faire? Est-ce qu'il faut tout faire ou il y a des gestes qu'il faut prioriser là? Mais moi, je pense qu'il faut...
partir de là où on se trouve, comment est-ce qu'on sent? Parce que dans le fond, au fond, nous, on le sait pas mal. Hein. Essayer d'être honnête avec nous-mêmes, tant en termes de force que de faiblesse. Puis il y a des choses qui sont plus faciles à faire pour certains que pour d'autres, selon notre propre situation, selon l'endroit où on vit, par exemple. Si on regarde la question des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, on sait très bien que la voiture au Québec, là, quand on regarde les indicateurs, c'est le gros enjeu. Mais si on habite en région où il n'y a pas d'alternative à la voiture, c'est difficile. Bon, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas si notre auto est encore bonne, c'est pas d'aller vers une auto électrique nécessairement non plus. Tu sais, on va user la voiture parce que la voiture a une empreinte écologique aussi, mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser de moins en moins? Comment est-ce qu'on peut faire de l'autopartage? Comment est-ce qu'on peut faire du covoiturage? Comment est-ce que, si à un moment donné, on a à déménager, on peut penser à aller à un endroit où il y aura du transport en commun, où ça va être plus facile de se déplacer avec une plus petite empreinte écologique. Fait que ça peut être, mais tu sais, quelqu'un qui est en ville, par exemple, ben, c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir de voiture puis de faire le choix de s'habituer. Puis on sait que c'est meilleur pour la santé. Hein. D'ailleurs, c'est ça pour beaucoup de choix individuels liés à une plus petite empreinte écologique. Je pense aussi à la réduction de la consommation de viande. Hein. Si on sait de Santé Canada et autres, toutes les études démontrent qu'en Amérique du Nord, on consomme beaucoup trop de viande et de produits animaux. Ben ça, c'est bénéfique pour la planète et pour notre santé de réduire de manière très importante ce type de consommation-là. Mais je pense qu'on est à un stade de l'histoire en ce moment où il faut vraiment aller au-delà de nos gestes individuels. Et il faut utiliser nos organisations collectives, la REC en est une, pour prendre position parfois sur des enjeux collectifs, pour se faire entendre, que ce soit en écrivant dans les journaux, en allant rencontrer nos députés. Puis très souvent, on sous-estime l'influence qu'on a quand on prend le temps d'écrire à un député, quand on lui demande une rencontre pour lui exprimer une inquiétude qu'on a. Puis je pense que en tant qu'enseignant à la retraite, vous avez une légitimité très grande. Vous avez été des fabricants de notre tissu social très fort. Vous avez outillé la population actuelle pour l'aider à prendre des meilleures décisions. Fait que je pense que quand des gens comme vous allez cogner à la porte d'élus puis en disant, ben écoutez, moi, c'est sûr que je serai possiblement plus vivant en 2050, mais par contre, les enfants à qui j'ai enseigné, mes enfants, mes petits-enfants vont être là. Je considère que on a une responsabilité et on doit maintenant prendre des décisions courageuses, même si certaines de ces décisions-là sont peut-être pas très populaires, mais elles sont nécessaires. Il faut qu'on y aille vers des changements. Parce que là, jusqu'à il y a pas si longtemps, on pouvait dire on va aller vers des changements, tranquillement, on va voir certains choix comme le gaz, comme une énergie de transition. Mais là, on voit qu'on a tellement attendu que si on veut respecter les limites en termes de changement climatique qui sont établis par le GIEC, et puis le GIEC, c'est assez conservateur en termes de science. Là, c'est pas des scientifiques très alarmistes qui sont là-dedans, loin de là. C'est la moyenne d'études assez conservatrices. Mais si on veut respecter ces seuils-là, mais il faut agir maintenant. Tu sais, on regarde une courbe, puis on sait que, mettons, on est ici, je sais pas si vous le voyez avec mon doigt, en tout cas, on est à la radio, mais on est à un certain seuil, puis on sait qu'on doit se rendre ici, mais plus tu laisses passer le temps, plus la courbe va être drastique pour te rendre au seuil que tu dois atteindre. Tandis que si tu prends longtemps l'avance, ben là, tu peux faire les changements plus tranquillement. Fait que plus on attend, plus ça va être difficile. Puis on peut faire des parallèles avec la COVID. Hein? On a l'habitude maintenant de regarder les courbes de cas, puis on le sait que les mesures, il y a comme un délai entre le moment où une mesure est prise et puis le nombre de cas qui se réduisent. Mais c'est la même chose avec les changements climatiques parce que justement, c'est un effet cumulatif. Mais avant qu'on réussisse à vraiment régler le problème, ça prend du temps. Fait que c'est pour ça que là, on en a de moins en moins du temps et il faut oser faire les changements nécessaires. Mais ça prend des changements collectifs. Je pense que c'est vraiment en se mettant ensemble, en se rassemblant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le mouvement des mères au front, dans l'idée que là, comme mère, puis dans ce mouvement-là, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait partie de
groupes environnementaux, de groupes de justice sociale ou quoi que ce soit. Mais là, on sent qu'on a vraiment une responsabilité. Nous, comme maman, on doit veiller à la santé, à la sécurité de nos enfants. Puis là, on constate qu'il y a une menace beaucoup plus grande que nous, sur laquelle on a beau faire des lunchs zéro déchet, puis faire attention à notre consommation, notre impact est très, très petit. On a besoin de politiques publiques qui vont changer des choses. Puis, c'est un exemple de ça, là, il vient d'y avoir au fédéral le prix sur le carbone, là, qui a été reconnu par la Cour suprême comme étant légal malgré l'opposition de certaines provinces. Ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça va faire en sorte qu'on va appliquer davantage le principe de pollueur-payeur. Puis on le sait, hein, les gens, souvent, ils achètent le moins cher. Mais si le moins cher a un coût environnemental qui va être très, très cher pour toute la société, puis les générations futures, on fait pas avancer les choses. Au contraire, on pèse vers nos enfants des problèmes qu'ils vont devoir subir de manière draconienne. Donc, on a des choix à faire maintenant qui sont importants. Il nous reste à peu près 1-2 minutes. J'aurais aimé ça. Non, parlez jamais assez. C'est toujours très pertinent. Je voulais quand même qu'on s'intéresse à l'impact de la pandémie. J'aurais aimé ça avoir votre opinion sur il faut jamais gaspiller une crise, comme on dit. Avez-vous bon espoir que cette crise-là apporte des changements positifs, tant sur le plan individuel que collectif? On voyait des reculs, des fois peut-être dans certaines choses, certaines habitudes de vie. On voit des masques se jeter partout à terre. Bon, est-ce que vous observez un recul ou est-ce que vous avez espoir qu'on avance avec cette pandémie-là? Ben moi, j'ai de l'espoir. J'aime mieux nourrir l'espoir, même s'il y a des éléments décourageants, notamment sur le plan des déchets, des masques et tout ça, surtout qu'on sait que des masques en tissu qui sont bien faits, qui sont bien ajustables, serait une alternative si on trouve un moyen de bien les gérer de manière sécuritaire, ce qui serait tout à fait possible. Fait que bon, ça c'est sûr que c'est une frustration, mais en même temps, je pense que les crises sont des opportunités de changement pour le meilleur comme pour le pire. Hein. On peut renforcer des bonnes habitudes comme des mauvaises. Dans les bonnes habitudes, je pense que là, on voit que le télétravail, par exemple, c'est possible et ça permet de réduire de beaucoup l'empreinte du transport. Ça, j'ai bon espoir que ça va continuer. La réalisation aussi du rôle, de l'importance des espaces verts en milieu urbain, hein. Ça aussi, là, les villes sont en train de réaliser, ça nous prend plus de parcs, il faut qu'on préserve les milieux naturels. Les citoyens s'organisent beaucoup autour de ça. Fait que autant, je dirais, la pandémie a coupé des liens parce qu'on peut pas se voir en personne, puis ça rend les choses difficiles. Je pense que ça a aussi permis des rassemblements au niveau national et même international parce que tout se fait par Zoom de toute façon. Donc, que la personne soit en Gaspésie ou sur la rue d'à côté, on est capable de se parler puis on se rend compte comme si on était tous des voisins. Fait que ça donne des possibilités, des habitudes de travailler peut-être plus avec des gens qui viennent de loin puis se voir comme ça. Je pense que ça a amené beaucoup de gens dans leur vie à réfléchir à leur consommation, à ce qui compte vraiment pour eux, à ce qui est important. Puis, moindrement qu'on réfléchit à ça, on voit à quel point les liens humains sont importants, à quel point la santé est importante. Puis après ça, toute la réflexion sur la santé, c'est quoi? On parle de système de santé, puis là, on voit les hôpitaux et tout ça, mais la santé, c'est avant de se rendre à l'hôpital, puis chez le médecin, la santé, c'est la qualité de l'air qu'on respire, c'est la qualité de l'eau qu'on boit, c'est la qualité de la nourriture qu'on mange, c'est la qualité de nos liens sociaux qui fait en sorte qu'on va être mieux outillé pour éviter des problèmes de santé mentale aussi et de santé physique. Donc, il y a un paquet de facteurs, de déterminants sociaux de la santé qui sont très, très importants. Puis, je pense qu'on a réalisé l'importance de la solidarité aussi, de l'entraide entre nous. Fait que j'espère que tout ça, on va s'en rappeler, puis on va agir en conséquence pour prévenir d'autres pandémies aussi, parce que c'est une dernière parenthèse, on sait que les zoonoses sont accélérées par des rapports inadéquats avec les autres espèces animales et vivantes, puis toute la déforestation, toute la perte de biodiversité a fait en sorte que de moins en moins de degrés de séparation entre certaines
zoonoses comme la COVID qui se contentaient de pangolins et de chauves-souris, mais qui finalement ont accès aux humains, étant donné qu'on est tellement omniprésent sur la planète et proche, mais c'est des conditions, on est un terreau formidable pour la propagation de zoonoses et donc de pandémies comme ça. Fait qu'il y a aussi un travail à faire en termes de prévention à cet égard-là. Fait que toutes ces prises de conscience-là sont, selon moi, très, très bénéfiques. Puis tout commence dans notre tête, dans notre cœur, pour ensuite de ça se concrétiser dans des choix différents, des choix individuels, mais là, ça prend surtout des choix collectifs qui sont vraiment orientés vers la protection du bien commun. Et les gouvernements, qu'est-ce que vous en pensez? Comment... Ben, ce serait la conclusion, Laurier, malheureusement, parce que si on s'en va sur les gouvernements, on en aurait pour longtemps à dire, je pense. Ah, mais il y a tellement de choses intéressantes, c'est tellement une bonne question à poser. Ben, c'est une question qu'on pourrait poser justement dans la conférence qui va avoir lieu le 13 avril prochain, où on invite justement nos membres à participer en grand nombre. Donc, on se donne un rendez-vous le 13 avril prochain. Laurier, comment on fait pour s'inscrire? Bien, il y a eu une actualité sur l'infolettre la semaine passée de la REC. Puis, on va refaire une nouvelle actualité la semaine prochaine, je crois, pour faire un petit rappel pour que les gens puissent s'inscrire. C'est très facile. Donc, 13 avril, 13h30. 13 avril, 13h30. Donc, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Mme Arida, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'était un très grand plaisir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Prendre un café, un thé, avec la REC. Belle idée. Alors, on est de retour à l'heure juste pour ce segment spécial « Prendre un café » avec le personnel de la REC. Alors, vous vous rappelez, dernièrement, on avait fait un segment avec Charles David là, qui était venu nous parler de sa vie, qui il est, c'est quoi ses rêves. Et aujourd'hui, on reçoit Joanne Frère. Joanne, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci de m'inviter aujourd'hui. Bonjour. Merci d'être là. Aujourd'hui. As-tu ton café, Joanne? J'ai mon café. Bon, c'est important. C'est un peu ça le but du segment. C'est le concept. Ah! Donc, Joanne, toi, là, tu t'occupes de plein de choses à la REC, là, des assurances, le dossier retraite. Là. Mais on voulait voir ce matin là, qui se cache derrière ces assurances-là. Parce que moi, je te connais quand même bien. Louis te connaît un peu aussi. Puis on voulait que les membres sois plus au courant là, de qui tu es, surtout quand on te voit dans les instances et tout ça. Là. Fait que tu viens d'où, toi, Joanne? Je sais même pas tu viens d'où, vraiment. C'est vrai, hein? C'est vrai, on n'a jamais... Non? Ben, écoute, je suis née à Québec. Le 29 juin 1971. On rentre dans les détails. Ah oui. Oui. Ben oui, pourquoi pas? Je vais avoir 50 ans dans 3 mois. Et donc, je suis née ici, à Québec, à l'hôpital Jeffrey Hill. Peu après que mes parents soient arrivés au Canada, je suis de parents européens. Mon père est portugais, ma mère est belge. Et donc, ils ont émigré en 1968. On doit se poser la question, frère, ça vient d'où, ça? Oui, donc c'est un nom raccourci, c'est un nom portugais. Le nom est beaucoup plus long que ça, en fait, mais on a décidé que je garderais juste la dernière partie. Mes parents arrivant au Québec ont décidé de faciliter ma vie, finalement. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, j'ai le nom de mon père qui est portugais. Et ça se prononcerait comment, mettons? Qu'on le prononcerait comme du monde, là? Au complet, là, alors mon nom complet, le nom de mon père au complet, c'est Abreu de Abreu. En fait, c'est Souza de Abreu Freire. Ah. On veut le dire au complet. Et donc, moi, j'ai juste gardé la dernière partie, frère, qu'on dit frère ici. OK, je vais essayer de me forcer la prochaine fois, frère. Oui. Parfait. J'apprécierais. Puis toi, t'as fait tes études dans quel domaine? Parce que moi, quand tu me le dis, pas que je fais le saut, mais je suis toujours agréablement surpris. Bon, alors j'ai un bac en communication. J'avais pris la spécialité en publicité. Et moi, j'ai terminé l'université en 1991 et ceux qui se rappellent de cette époque-là, il n'y avait pas d'emploi. C'était très difficile, le marché de l'emploi était extrêmement difficile, donc je suis sortie à cette époque-là. Alors, en sortant de l'université, j'ai eu la chance, par contre, d'avoir un contrat pour UNICEF Québec. J'ai travaillé aux communications. J'ai de développer le plan de communication pour UNICEF Québec. Et j'ai travaillé aussi. Donc, en 91, là, moi, je passais l'Halloween. Là, t'étais-tu responsable des petites boîtes aussi? En partie, là, évidemment. Oui, tout à fait. Peut-être que tu es venu chercher ou apporter ta petite
ta petite boîte au bureau qui était sur la rue des Érables à l'époque, peut-être. Ben, moi, je suis de Sherbrooke, par exemple. Là, fait que ça. C'est Si je vrai, suis rendu à Québec pour porter ma petite boîte UNICEF, c'est parce que j'aurais été kidnappé à cette époque-là, je pense. Mais, OK, fait que tu as travaillé pour UNICEF pendant combien de temps? Oui, ben ça n'a pas été long, ça a été 1 an, je pense. 1 an environ. Ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, parce que je pouvais travailler dans mon domaine un peu. Pour la partie communication. Et puis, bon, l'UNICEF, c'est un organisme extraordinaire, évidemment. Et ensuite, ben, écoute, j'ai fait quelques années dans la restauration parce que à l'époque, il n'y avait pas d'emploi. Donc, pour gagner ma vie, j'étais dans la restauration. Et en 1997 est arrivée une grosse campagne de recrutement d'Air Canada. Donc, j'ai appliqué pour travailler comme agent de bord à l'époque. Chez Air Canada, ce que j'ai fait avec mon plus grand bonheur de 1997 à 2004. Et donc, j'ai été agent de bord et j'ai rapidement fait mon cours pour devenir directrice de vol. Donc, le directeur de vol, c'est celui qui est en charge de l'équipage du côté cabine, pas du cockpit. Et donc, j'ai fait ça. J'ai adoré cette période de ma vie. C'était extraordinaire. Ça me permettait, entre autres, d'aller visiter ma famille, d'aller en Europe, d'aller un peu partout, mais j'aimais beaucoup l'Europe, moi. Moi, j'avais une question sur ce travail-là parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube récemment. C'est vrai que c'est difficile de fermer une porte d'avion? Ben, en fait, si c'est difficile de fermer, premièrement, c'est pas l'agent de bord qui la ferme, c'est le staff qui travaille à l'aéroport. OK. Oui. Parce que moi, je voyais vraiment l'agent de bord fermer la porte. Ah oui, en fait, une fois que c'est fermé, on doit l'armée qu'on appelle. C'est ça, l'armée, oui. Oui, moi, j'ai des ça, elle avait l'air de forcer, la madame. Oui, mais bon, ben, oui, je sais. Oui, j'en doute pas. J'étais capable de le faire. Si moi, j'étais capable de le faire, j'imagine que pas mal tout le monde est capable. Mais, ben, effectivement, on a une formation qui dure 6 semaines et demie. Pour être agent de bord, ça a l'air de rien, là, mais ça, c'est surtout, en fait, la formation est surtout sur les mesures d'urgence, parce qu'évidemment, il n'y a pas juste distribuer des peanuts, c'est surtout, en fait, l'urgence. La distribution de peanuts, c'est 2 jours sur 6 semaines et demie. Le service, là. Oui. tout le reste de la formation, c'est sur l'urgence, les mesures d'urgence. Ouais. Parlant de mesures d'urgence, tu as vécu là, en septembre 2001. Ouais. Ça devait être tough à l'époque, là. Ça a été quelque chose, oui, encore aujourd'hui, là, c'est très émouvant quand on parle de ça. On a eu des collègues qui sont décédés, pas d'Air Canada, des collègues on dit collègues parce que dans le milieu de l'aviation, il y a une très, très grande solidarité, il y a beaucoup d'entraide et de solidarité dans l'aviation. Et donc, quand on parle de collègues qui sont décédés, on parle d'autres compagnies aériennes, mais ça a été très, très difficile. Et moi, j'ai fait partie en 2001, donc tout a arrêté. Là, on sait de quoi on parle. Là. Tout a arrêté pendant environ 48 heures. Le premier vol qui est parti de Trudeau, de Montréal, à l'époque, j'étais sur le premier vol qui a décollé après, quand ça a réouvert. Et donc, on allait à Francfort. Et j'étais derrière. Je me rappelle, bon, l'avion était presque vide. On avait quelques passagers. La plupart des gens osaient plus voyager. Et puis, je me rappelle, on avait des psychologues à l'aéroport et tout ça pour nous aider, pour voir si on était en mesure de voler, en mesure de travailler dans les circonstances. Et puis, moi, j'avais pas eu besoin je considérais que j'avais pas eu besoin de voir le psychologue avant. J'ai fait mes affaires et tout ça, et je me rappelle très bien que j'étais penchée pour fouiller dans un sac pour distribuer, je pense, des écouteurs. Et quelqu'un est venu me demander tout gentiment et tout doucement, un homme est venu me demander, donc, qui était dans mon dos, un verre d'eau avant de décoller. Et je t'ai fait un méga saut. J'ai fait tout un saut. C'est ça que j'ai dit, OK, finalement, je suis peut-être un peu nerveuse. Mais c'est évident, on était sur nos gardes. On avait une mini-formation de comment agir avec les clients et tout ça. Et puis, au retour de 2001, là, en fait, les mois qui ont suivi, même les années, ben là, c'était formation sur formation sur les prises d'otages, etc. Fait que ça, c'était devenu bien stressant de travailler dans l'aviation, là, pour certains. Est-ce que tu t'étais porté volontaire pour ce premier vol? Oui. Oui, c'est ça. Ah oui. Oui, il y en a plein qui, oui, c'était spécial, là. Oui. Il y
y avait des demandes qui est prêt à voler, là. Ouais, As-tu eu des cours d'autodéfense ou? C'était pas l'autodéfense, c'était vraiment des cours à la suite de 2001 que tu parles, là. Ouais. C'était vraiment des cours, des formations données par la GRC puis par, là j'oublie là exactement qui c'était, mais pour nous, pour déjouer les trucs que les excusez-moi, j'ai tous les termes en anglais parce que je travaille en anglais là, Les terroristes, là. hijackers, ouais, avaient pour détourner l'attention du personnel navigant pour rentrer dans le cockpit. OK. Donc, et puis on avait bien ri lors d'une de ces formations-là parce qu'il faut mettre un peu d'humour parce que c'était très émotif. C'est comme moi, étant la directrice de vol, c'est moi qui devais me mettre devant la porte du cockpit pour barrer le chemin. Donc, on a bien ri. Non, mais on sait que tes bras, en tout cas. Oui, c'est ça, on l'a vu tantôt. Je suis capable de fermer une porte d'avion. Donc, oui, c'est ça. Donc, oui, là, on pourrait en parler pendant des heures, mais ça a été, mis à part 2001, ça a été quand même, ça a tout changé, là, le monde de l'aviation après 2001. Donc, j'ai travaillé jusqu'en 2004. C'est quand même des années extraordinaires puis un métier extraordinaire. Puis qu'est-ce qui t'a amené à atterrir et à aller ailleurs en 2004? Là, sais-tu, on prend un café avec Sam ou on est chez le psy avec Sam? J'ai pas mes licences. Je veux pas faire une Jacinthe René de moi-même. Mais oui, non, mais dans le fond, qu'est-ce oui, qui t'amenait ailleurs et tout ça, là? Fait que... Oui, la vie, ça, c'est une bonne réponse. La vie m'amenait ailleurs. Non, en fait, c'est que j'adorais ce que je faisais à un point tel que quand j'ai fini par démissionner, ça a pris des années avant que je puisse voir un avion dans le ciel sans avoir le cœur serré. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Oui, pour d'autres raisons aussi. On va voyager. Mais non, en fait, c'est que c'est ça, en fait, ma grand-mère disait, là, je fais une boucardiouf de moi-même. Ma grand-mère disait, mais c'est vrai que vaut mieux quitter le plaisir avant que le plaisir ne nous quitte. J'ai toujours retenu cette phrase-là. Et j'avais beaucoup de plaisir, mais là, je voyais que le monde de l'aviation changeait beaucoup. Le service qu'on offrait aux passagers n'était plus du tout le même. Les passagers n'étaient plus non plus les mêmes. Donc, il y a beaucoup de choses qui changeaient. Et là, j'essayais de voir à long terme, est-ce que je veux être encore là dans 10 ans, 20 ans? Donc, je trouvais que j'avais encore, j'étais à un âge où je pouvais facilement repartir une carrière. Donc, voilà. J'ai quitté, mais vraiment le cœur serré, là, vraiment quand j'aimais beaucoup ça. C'était quoi l'autre carrière? Tu as quitté sans parachute avant même d'avoir quelque chose en vue? Non, c'est pas dans ma personnalité. Non. Mal aventurière, ouais. Oui, non, Louise, j'avais fait des recherches avant et puis donc j'ai assez rapidement trouvé un emploi chez SSQ, qui s'appelait SSQ Groupe Financier à l'époque, qui est maintenant SSQ Assurance. Et vous voyez un peu le cheminement, là. Alors, j'ai travaillé là. J'ai eu facilement l'emploi, même si j'avais aucune expérience en assurance à l'époque, parce qu'ils cherchaient des gens qui parlaient anglais, qui étaient bilingues, en fait. Parce que je m'occupais de l'Ontario au tout début, des membres à l'Ontario. Et donc, j'ai fait 7 ans là-bas. Donc, si on voit un peu, là, j'ai fait 6 ans dans l'aviation, 6 ans dans la restauration. J'ai fait 7 ans dans l'aviation. Ensuite, j'ai fait 7 ans chez SSQ. Et là, ça fait presque 11 ans que je suis à l'AREC. Là. Mais revenons un peu en arrière. Donc, c'est ça, j'étais chez SSQ. J'étais chez SSQ pendant 7 ans. J'ai commencé par un travail d'agent en assurance salaire. Et puis, après 1 an, je suis devenue conseillère pour les dossiers complexes d'un des plus gros clients d'SSQ, qui est la CSQ. Alors, je travaille dans les dossiers d'assurance salaire. Donc, ça aussi, ça a été beaucoup d'apprentissage rapide. J'ai beaucoup aimé ça. Au bout de 7 ans, ben, il y a le client en question, la CSQ. T'as maraudé. M'a maraudé. Non, j'aurais pas dire ça parce que c'est un bon partenariat là, entre la CSQ. Je pense pas que la CSQ aurait fait ça. C'est que j'ai entendu parler d'un poste qui s'ouvrait à l'AREC et pour les assurances et la retraite. Et donc, moi, travailler auprès, pour et avec des personnes aînées, ça m'interpellait beaucoup. J'ai fait « wow, ça m'intéresse ».
Et j'ai appliqué. Et j'ai eu le poste. Donc voilà, et donc je suis à mon plus grand plaisir, je suis maintenant à la REC au même poste depuis le tout début. Ça va faire 11 ans là à l'automne. Ça t'a jamais intéressé les communications à la REC, étant donné ton background en communication? Ben, en fait, oui, c'est ça. Tout naturellement, j'aurais pu, à un moment donné, appliquer dans un poste qui s'est ouvert, mais la communication, c'est tellement loin. Puis comme je disais au début, j'ai terminé en 91 mon bac en communication, puis j'ai jamais vraiment travaillé là-dedans. J'ai travaillé au début avec l'UNICEF, quelques petits contrats à la pige, mais mon Dieu, c'est tellement loin tout ça. Qu'est-ce qui a changé vraiment depuis ce temps-là, à part Internet? Oui, un détail. Mais en fait, dans le travail que je fais, j'en fais de la communication, là. Tu sais, j'écris des articles dans le Quoi Neuf, je donne des formations, je donne beaucoup d'informations. Ça en est de la communication, ça. Donc, comment les emplois précédents t'ont préparé à ton emploi actuel, à part peut-être plus spécifiquement à la SSQ, tu étais plus proche, mais les autres, comment ça ben, le point commun dans tous les emplois que j'ai occupés, c'est le service à la clientèle, en fait, parce que mon travail à la REC, contrairement à d'autres de mes collègues conseillers, c'est pas nécessairement, en fait, on n'est pas tous appelés à faire ça nécessairement, mais moi, je suis beaucoup en contact direct avec le membre au téléphone, beaucoup au téléphone depuis 1 an. Sinon, on rencontre les futurs membres, les membres CSQ qui vont devenir membres chez nous à la REC. Et c'est la partie de mon travail que j'aime le plus. C'est de pouvoir... c'est vraiment du service direct avec nos membres. C'est comme ça que j'apprends à les connaître, j'apprends à savoir c'est quoi leurs préoccupations, comment on peut améliorer finalement le service, les services. Et pas juste les services, là, finalement, on fait de la défense de droit et tout ça. Ça, c'est moins mes dossiers à moi. Mais fait que c'est extraordinaire. À la tu travailles quand même sur les dossiers retraite qui est aussi de la défense des droits, dans le fond. Oui, le pouvoir d'achat à la retraite. Absolument, oui. Oui, ça, c'est sûr. Depuis. Oui, c'est un dossier qu'on. Est-ce que tu as eu ce dossier-là aussi en même temps que oui. Oui, c'est ça. Parce que des fois, les dossiers évoluent en fonction des conseillers. Pas en tout. Moi, depuis le début, là, j'ai les mêmes dossiers que j'aime beaucoup. J'ai dû, pour le dossier retraite, j'ai dû apprendre sur le tas. Mais sur le tas, j'avais pas d'expérience là-dedans. Donc, j'en avais un peu à cause des dossiers que je traitais en assurance salaire. Donc, j'ai pu connaître un peu certaines choses. Mais mon Dieu, ça, là aussi, j'ai dû apprendre rapidement. Mais grâce à des collègues qui m'ont beaucoup aidé à l'époque. On a appris. C'est qui les collègues qui étaient là quand tu étais arrivé, qui sont encore là aujourd'hui? Ben, celui qui m'a beaucoup aidé, là, d'ailleurs, là, dans le dossier retraite, c'est notre directeur général actuel, qui était à l'époque un collègue, conseiller, donc Dominique Provost. Conseiller, bonjour. Salut Dominique. Lui, il m'a été d'une très, très grande aide au début. Il l'a encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis, si on parle de collègues, là, ben là, évidemment, là, j'avais mon adjointe, Lucie, qui est encore mon adjointe aujourd'hui. Lucie Archambault, qui, elle, m'aidait plus au niveau là, comme adjointe, là, mais sinon pour apprendre Tu remplaçais qui, Joanne? Tu remplaçais qui? Il y avait personne sur mon poste pendant 9 mois, ça a été vide, cette place-là. Mais la personne qui était juste avant moi, c'est Linda Olivier. Ah, oui. Et puis avant ça, il y a eu voyons, je peux pas oublier son nom, là. Il m'a tellement aidé aussi. Bon, j'oublie son nom. Il va savoir c'est qui. Oui, oui. Voyons, c'est parce que là, c'est parce que je pense. On sait que c'est un homme, OK? Ouais. Est-ce qu'il y avait des cheveux? Non, il n'y en a pas. OK, ça se rétrécit. Voyons, en tout cas, ça va venir tantôt, évidemment, en me couchant ce soir. Moi aussi, je le vois, mais je me rappelle pas de ton nom. Je j'oublie son nom, ça n'a pas bon sens. Ça va. Est-ce qu'il était petit? Est-ce qu'il était grand? Pas grand, pas grand. Un petit homme chauve, d'accord. J'espère qu'il n'écoute pas. Moi, si j'étais le petit homme chauve en question, je trouverais ça très drôle en ce moment. Parfait. Puis c'est quoi qui te... Mario Labbé, non? C'est pas ça? Oui, c'est Mario! Ah, c'est Mario! J'ai oublié son nom. Non, mais shame, comme franchement, quelle honte. Mario Labbé. J'avais affaire beaucoup à lui parce qu'il y avait le dossier retraite à l'époque. Et là, il est ailleurs maintenant. Arrête de rire, Samuel. Non, excuse. Je trouve ça encore plus drôle maintenant, sachant que c'est Mario.
Denis Saint-Hilaire aussi, qui a été dans le dossier retraite et assurance. Bref, ça, c'est tous des gens qui étaient à la Sécurité sociale à la CSQ. On travaillait beaucoup ensemble de par le travail que je fais. Donc, ils m'ont été d'une grande aide aussi. J'en oublie, là. C'est quoi les dossiers qui t'ont le plus marqué? Ceux qui m'ont plus marqué, mes collègues? Non, mais les dossiers qui t'ont le plus marqué là, quand tu as commencé ce travail-là, parce que tu arrivais, tu avais un background en assurance qui était solide, mais t'as-tu des surprises? Oui, en arrivant sur ce poste-là, je suis arrivée en 2010. Dès 2011, ça faisait même pas un an que j'étais là, il y a eu la fameuse loi 130 qui est arrivée, qui faisait en sorte que les médicaments, on a dû retirer la garantie des médicaments du régime de l'assurance collective à Surec. Et donc, je venais d'arriver, là, moi. Là. Alors, j'avais encore pas saisi tout l'ensemble de la structure de la REC et qu'il fallait que je m'attaque à ce dossier-là. Et grâce à notre extraordinaire à l'époque, c'était le responsable politique du dossier assurance, là, qui est devenu aussi notre président. Jacques? Non, notre président, notre ancien président de la REC. Ben oui, OK, oui. Pas fort. Hein? Non, mais moi, c'est parce que j'ai de la peinture fraîche dans ma nouvelle maison, fait que je suis un peu... Ça doit être ça. Un peu c'était un travail colossal qu'on a dû faire à cette époque-là, puis les membres ont été extraordinaires encore une fois, là. Mon Dieu, ils ont dû s'adapter tellement rapidement puis comprendre rapidement la situation. Donc, oui, c'est ça. Quand tu étais arrivé, Pierre-Paul Côté était président. Dans le fond, il était responsable du comité. Pierre-Paul... Dans le fond, il était responsable du comité. Pierre-Paul Côté, à ce moment-là, était le responsable politique des assurances. C'était membre du CE. C'est qui était présidente à ce moment-là? C'était Maria Gélina. Maria Gélina qu'on salue d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est là qu'on voit que ça fait quelques années que je suis là parce que il y a eu plusieurs autres présidents depuis ce temps-là. Oui, c'est ça. Donc oui, ça s'y attendait parce que ça faisait longtemps que ça traînait. On s'y attendait parce que ça faisait longtemps que ça traînait. On était en cours, la REC était en cours là avec ça, mais moi je n'étais pas au courant là quand j'ai été engagée qu'il y avait ce dossier-là. Mais je pense qu'on a bien fait ça là, ça a bien été. Aujourd'hui, on est content. Ouais. Puis après ça, il y a eu un paquet d'autres affaires, mais ça a été ça a été mon baptême. Ça a été mon baptême. Il y en a eu des appels à gérer à ce moment-là, hein, Oui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oui, absolument. Il y a Jacques Boucher, là, qui est un membre chez nous, que beaucoup connaissent, là, qui est venu nous aider à l'époque, je me rappelle, à venir répondre au téléphone au bureau. C'est comme ça que ça a été mon premier contact, avec un membre là, de la base à l'époque, là, comme on dit. Et puis, c'est là que j'ai compris que, wow, les membres à la REC sont impliqués, puis ils sont impliqués. Puis Jacques en est un bon exemple. Là. Jacques en est un très, très bon exemple, ouais. Puis, est-ce qu'il y a des défis qui s'en viennent dans les prochaines années que tu vois un peu à l'horizon, des dossiers? J'aimerais ça dire que le dossier de l'indexation va bouger. J'aimerais ça beaucoup. Les défis, mais c'est ça. Les défis sont grands au niveau de la retraite. Sont très, très grands, surtout avec ce qu'on vit en ce moment avec la pandémie, ça a un petit peu ralenti les choses. Parce qu'il y avait eu beaucoup de travail juste avant la pandémie. Là. Il y avait eu l'opération, maintenant l'indexation. Ouais. C'était vraiment ça s'est conclu cette opération-là quelques semaines, voire mois avant la pandémie. Oui. Ah oui, on était dans une bonne lancée. On avait les membres ont été très participatifs aussi là-dedans. Oui, c'est dommage. Mais évidemment, parce que le gouvernement a été discret, évidemment, parce que le gouvernement a d'autres priorités en ce moment, puis on peut pas les blâmer. Mais on travaille encore là, au dossier. On est encore on participe encore à la tribune des retraités, on participe à toutes sortes de coalitions pour essayer d'améliorer. Il y a encore des liens avec la tribune depuis la pandémie? Ah oui, ça n'a pas arrêté. C'est pour ça que je dis que on continue, c'est juste plus discret parce qu'on a tellement d'autres sujets à traiter.
Mais par en arrière, c'est sûr qu'on continue. Là. Il n'y a rien qu'à arrêter là, au niveau des efforts puis des relations là, qu'on a à différents niveaux là, pour faire avancer les choses. On ne lâche pas le dossier. D'ailleurs, Au niveau des tu dois avoir assurances, pas mal de jobs au niveau des assurances dès le début de c'est la ça. pandémie avec les assurances voyage et compagnie. Pendant la pandémie, c'est plus le dossier des assurances qui m'a occupée avec l'assurance voyage. Effectivement, je n'ai pendant presque 6 mois et même plus, je n'ai fait que de l'assurance voyage. Donc, je pourrais m'ouvrir une agence de voyage. Oui, donc c'est ça. Donc, le défi, oui, donc c'est ça. Donc, le défi dans les prochaines années là, en assurance, ça va être les garanties d'assurance voyage, là, je dirais. Les garanties d'assurance voyage, là, je dirais. Sans rentrer dans les détails. Assurance, mon Dieu, c'est tellement un beau... ça continue. Dossier assurance, mon Dieu, c'est tellement un beau... c'est un service extraordinaire là, qui est offert aux membres. C'est une assurance qui est vraiment pas chère pour tout ce qui est offert. Puis d'autant plus que c'est rare, là, les groupes de retraités qui ont accès à une assurance collective comme ça. Là. Donc, ça, c'est un dossier qui est bien installé puis qui est bien géré. Est-ce que c'est la meilleure assurance collective au monde, Joanne? Ah, c'est sûr, au monde. Je te dirais même de la galaxie. Oui, fort probablement, oui. Il y en a plusieurs qui ont vu des extraterrestres dernièrement, cette semaine. On voit ça passer sur Facebook. Est-ce que c'est vrai? Oui. Pour répondre plus sérieusement, je ne sais pas si c'est le meilleur régime au monde, mais c'en est un très bon, en tout cas. Ouais, ça, je suis pas gênée de le dire. Non, c'est un des gros avantages à être membre de l'AREC, de ce que je comprends. Ben oui, avec c'est sûr que là, l'assurance voyage, c'est un des gros beaux morceaux là. Et puis on a notre partenariat avec SSQ aussi. J'ai déjà travaillé avec eux, donc oui, je suis capable de dire qui ils sont de l'interne. Et je le constate maintenant de l'externe en étant maintenant un partenaire. Comment que c'est un partenariat qui est très intéressant. On travaille bien avec eux, là. Fait que ça va bien, ce dossier-là, ça va très bien. Et j'aime ça. J'aime bien ça. Ça, je suis pas mal je suis pas mal une bébête rare de dire que j'adore l'assurance. J'adore. Je pense que t'es là, sérieusement, parce que... Mais j'avoue que c'est pas le dossier le plus sexy. Mais j'essaye de le rendre quand je donne des... C'est un dossier vraiment utile pour les membres. Puis beaucoup de gens adhèrent aussi à l'AREC à la fin de leur carrière parce que le dossier assurance, c'est vraiment un plus. Là. Ouais. C'est là qu'on le voit, là, l'intérêt chez les membres encore au travail n'est pas du tout le même que l'intérêt des membres retraités. Pourtant, c'est les mêmes personnes, là, mais une fois retraités, effectivement, les gens ont beaucoup d'intérêt pour le dossier assurance. Puis, ouais. Sinon, pour conclure, t'as un petit chien, toi? J'ai un petit chien qui fait des dodos à côté de moi, oui. J'ai un petit chien qui s'appelle Harry. Comment va la vie en confinement avec ton chien? Est-ce qu'il a développé une dépendance affective? Oui. Ben oui, c'est sûr, comme tout le monde. Oui, pas comme tout le monde, comme tous les animaux, probablement. Oui. OK, tu demandes si c'est moi qui a développé. Non, je parlais plus de Harry, du nom de ton chien. Oui, non, j'avais compris. Ben oui. Faut prendre ça un jour à la fois. On verra rendu au moment où on devra se séparer, comment on gérera ça. Oui. Ça va être difficile, ça. Oui, mais il fait mon bonheur. Là, il a 14 ans. Moi, j'ai hâte de te revoir. J'ai hâte de revoir mes collègues là, en vrai, dans les 5 à 7 ou au travail, là, quelque chose. Là, parce qu'effectivement, il faut le rappeler, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vraiment vu. Oui. On a fait un petit pique-nique quand on avait encore le droit de le faire tout ensemble. Si on a fait un pique-nique, ça veut dire qu'il était un petit peu plus tard dans l'année. Là. Des fois, je pense, je me lève le matin, je me dis, quel beau pique-nique c'était. En espérant que c'est pas le dernier. Non. Mais je ne crois pas. J'ai bien hâte, moi aussi, de retrouver mes collègues. Non, congrès de juin, l'équipe devrait... Oui. Congrès de juin, l'équipe devrait être sur place quelque part. Oui, avec les en tout respect des mesures sanitaires, là. Oui, on espère être ensemble pour offrir un beau congrès. Il n'y a pas d'autres douchebags de gym qui contreviennent à la santé publique pour créer des foyers d'éclosion. On le souhaite, ça serait le fun. Oui, on souhaite, oui. Puis j'espère que tout le monde est bien prudent. Oui.
Louise, t'avais-tu une dernière question? Non, moi, ça va de mon côté. C'est beau. Oui. Eh ben, crème, merci, Joanne, d'être venue te confier à nous, d'ouvrir ton cœur. Ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et puis, merci à vous de m'avoir invité. Ouais, Toujours un plaisir de vous voir. c'est un plaisir de te connaître. L'heure juste vous est présentée par l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Alors voilà, c'est ce qui m'a fait à l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Puis vous en avez appris davantage sur Joanne Frère. Donc, j'ai beaucoup apprécié de parler avec ma collègue. On n'a pas souvent l'occasion de se jaser en cette pandémie. Donc, Louise, on se dit dans 2 semaines. On se dit dans 2 semaines. Alors, bonne quinzaine. Merci beaucoup. Bye, à la prochaine. C'est toujours l'heure juste quand vous écoutez le podcast disponible au ckiafm.org et sur iTunes.